Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathi El Aouni. C'est ce que l'on appelle pédaler dans la semoule quelquefois. Merci, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Le lancement a eu lieu la semaine dernière devant Sa Majesté le roi Mohamed VI, celui de la généralisation de la protection sociale au Maroc. Un projet royal destiné à couvrir 22 millions de personnes qui ne bénéficient actuellement pas d'aucune assurance maladie. Dans un premier temps, ce sont les agriculteurs, les artisans, les commerçants, les professionnels indépendants. Mais l'objectif à terme est que chaque citoyen marocain ait une couverture sociale qu'il puisse accéder aux soins. La santé pour tous, mais comment faire lorsque nous sommes face à une pénurie de médecins ? Le Maroc a décidé d'ouvrir son secteur de la santé aux médecins étrangers. Mais combien de médecins au juste avons-nous par nombre d'habitants ? Quelles sont les recommandations de l'OMS ? Comment pouvons-nous faire basculer la balance ? Avec nous ce lundi, en effet, Youssef El Fakir, professeur de radiologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. C'est aussi l'ancien président de la Société marocaine de radiologie. Bonjour. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous ? Très bien, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre ouvrage, celui que vous avez publié fin d'année dernière, ce fameux plaidoyer pour une réforme du système de santé au Maroc. Ma première question, Youssef, s'il vous plaît, le Maroc, au jour d'aujourd'hui, est-ce que l'on a des chiffres clairs ? Combien de médecins ? Alors, les chiffres, bien évidemment, ont dû un petit peu varier depuis le dernier recensement, mais le dernier recensement connu fait état de quelque chose comme 25 à 26 000 médecins marocains pour 35 millions, un peu moins de 36 millions d'habitants, avec une proportion de 53% de médecins installés dans le libéral versus 45% pour le domaine public. Alors, si vous le permettez, on va juste mettre une petite bande-annonce parce qu'on a un petit problème et on vous entend un tout petit peu mal. On vous rappelle, désolé chers auditeurs, il revient tout de suite avec tous les détails. On vous rappelle immédiatement, on revient tout de suite. Years away, 'cause I got here on a dream. I still hear my mother praying every day. I'm an African in New York. You they see I'm from my pride and energy. When I they walk out down the street, you can hear it in my accent when I talk. I'm an African in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an African in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an African in New York. I'm gonna make it. I'm gonna get it. I'm gonna from green paper that I need. Man, them go hustle till we free. I'm even hotter out here when it's getting cold. 'Cause back home, I promise not to fold. When I see my brothers and sisters on the train. Retour de Faites entrer l'invité. Désolé, petit souci technique. On y retourne avec notre invité Youssef Fakir. Est-ce qu'on vous entend mieux maintenant ? Est-ce que vous êtes juste avec un kit main libre ? Non, je l'ai enlevé. Voilà. Eh bien, ça va beaucoup mieux. S'il vous plaît, désolé. Voilà. Je vais vous demander de nous rappeler les chiffres que vous nous donniez. Combien de médecins par nombre d'habitants au Maroc ?
Alors, les chiffres à quelques dizaines près, on doit être à moins de 25 000 médecins à peu près, pour 36 millions d'habitants. Sachant que dans les 25 000, 53% à 55% exercent dans le libéral, versus le reste, soit 47 à 45%. Voilà. Donc ça démontre quand même des chiffres des plus faibles par rapport aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Tout à fait. L'OMS recommande 15 médecins pour 10 000 habitants. Si on fait le calcul, on est à 7,1 médecins pour 10 000 habitants. Donc, on a un déficit de 50%. Donc, il y a besoin de presque 30 000 médecins en plus. 30 000 médecins en plus que ce que nous avons aujourd'hui. Comment vous expliquez ces chiffres? Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là? Alors, mon avis purement personnel, quand on voit un petit peu les politiques de santé depuis l'indépendance à ce jour, l'ouverture de postes et la création se faisait en fonction du budget. Et à aucun moment on a clairement voulu, mais plaidoyer pour une prise en charge de la santé au vrai sens du terme. Et donc il fallait, dans mon sens, plaidoyer pour la santé pour tous et ensuite l'accompagner par l'investissement qui va avec. Or, force est de constater que tout a été fait dans le contraire. Voici le budget, faites ce que vous pouvez avec ce budget. Je pense qu'avec la nouvelle vision royale et l'approche gouvernementale, on a changé. J'espère qu'on va changer cette vision et que finalement, nos besoins sont de 50 000 médecins, mais il va falloir tout faire pour en avoir 50 000. Avant, on avait un certain budget et donc quand on voit un petit peu le médecin qui exerce actuellement dans le secteur public, je parle des collègues enseignants, il y a un hiatus énorme dans les services où on trouve un chef de service et plus rien jusqu'à 2 internes. Alors que normalement, quand on avait un chef de service, il y a 2 profs d'enseignement supérieur avec 2 professeurs agrégés pour chaque enseignant, avec des maîtres assistants, ça veut dire une pyramide d'enseignement. Et quand on sait que la médecine, c'est du compagnonnage, cette pyramide est fondamentale. La pyramide actuellement est renversée. Et donc, il va falloir à un certain moment penser à mettre les bouchées doubles pour créer plus de postes. Et même avec ce déficit, quand on voit actuellement l'ouverture de postes d'enseignants ou de résidents, c'est-à-dire de spécialistes, etc., on a toujours 5 postes pour cette spécialité, 3 postes pour cette spécialité. Et donc, on n'a pas encore compris qu'il faudrait tout revoir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'immigration, les départs à la retraite, les retraites anticipées qui jouent aussi? Il y a tout ça, madame. Il y a d'un côté un déficit énorme en production, mais il y a une déperdition en flux tendu. Vous avez parfaitement raison. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, il va y avoir au moins 5000 médecins compétents marocains qui exercent ailleurs que sous nos cieux, que ce soit notamment en Europe et aux États-Unis. Ensuite, il y a tous les ans un départ de 800 médecins vers l'Europe, ou le pays de l'OCDE. Vous savez que depuis 2013, le gouvernement a pris conscience de ces déficits. Et donc, il y a eu une création de plus en plus de facultés. Avant, il n'y avait que la faculté de Rabat, puis de Casa, ensuite Fès, Marrakech. Et c'est tant mieux puisqu'il y a beaucoup plus de formation. Maintenant, on retrouve avec la faculté de Tanger, d'Oujda et d'autres, etc. Sauf que la vision royale lors du gouvernement mondial 2013 d'Yacine Delchouto était de mettre sur le marché, excusez le terme, mais de produire 3300 médecins tous les ans. Or, force est de constater que le meilleur cru, c'était 2018, et on n'en a produit qu'à peine 2800. Et sur ce 2800, 800 partent à la retraite, 800 partent pour l'étranger, et il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, un phénoménage, et donc il y a une retraite logique, mais il y a aussi une déperdition par que ce soit par le TPA, que ce soit par le départ volontaire pour des raisons qui leur sont propres. Alors, c'est important les dates que vous rappelez, excusez-moi de vous interrompre, c'est important les dates que vous rappelez, vous parlez de 2013, il y a eu également, me semble-t-il, et dans les recherches en préparant l'émission, l'année 2016, où le gouvernement marocain avait fait une promesse à l'Organisation mondiale de la santé, c'était de former 3300 docteurs en médecine par an à l'horizon 2020. Et c'est vrai que nous en sommes très très loin.
Oui, et d'ailleurs, si vous avez suivi un peu l'information, donc je le relatais dans l'ouvrage, c'est que Saïd Hamzazi, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, l'a dit dans l'ouverture d'un colloque en 2019 que le fait qu'ils n'ont pas pu arriver à 3300, c'est par manque de terrain de stage. Vous savez que la médecine ne se limite pas uniquement à la théorie, donc on peut ouvrir beaucoup de facultés et on aura des formations pour la première et deuxième année. Sauf qu'à partir de la troisième année, il faut qu'il y ait un terrain de stage. Terrain de stage, ça veut dire des hôpitaux, ça veut dire des formateurs, etc. Or, actuellement, les terrains de stage publics, CHU, on les compte sur les doigts. Et donc, il faut réfléchir autrement. C'est pour ça que on anticipe un petit peu les pistes de réflexion pour sortir de ce marasme, de ce déficit de production. Il faut s'ouvrir à d'autres terrains de stage, qui sont des hôpitaux régionaux, qui sont des centres de diagnostic, des centres de santé, mais aussi au secteur libéral. Quand on oublie, c'est qu'on continue à opposer public et privé. Et ça, ça va à l'encontre de la vision royale, ça va à l'encontre de l'intérêt général de la nation. Sachant que, bon nombre, moi-même, je suis un pur produit public et je suis au privé par accident, comme beaucoup de mes collègues. Et donc voilà. Et on a encore cette vision de où tu es dans le public, où tu es contre nous. Sauf que nos collègues qui font le TPA, oui, le matin, ils sont dans l'hôpital et l'après-midi, voilà. Donc il va falloir trouver d'autres plans. Il faut retrouver une structuration de système de soins, mais aussi de système de formation. Donc, il faut que les publics, que les privés, que le semi-privé, que les fondations participent de façon citoyenne à cet élan national pour la formation des médecins. Alors, l'autre solution, et c'est un petit peu la raison de notre sujet d'aujourd'hui, c'est d'ouvrir nos portes aux médecins étrangers qui pourraient exercer au Maroc. Et ça, c'est une première. L'annonce a été faite la semaine dernière. Il y a déjà eu en réalité des initiatives menées au Maroc. Alors, honnêtement, je suis pas contre, mais je dis que c'est pas la solution. Pourquoi c'est pas la solution? Et pourquoi pas, alors que d'autres pays le font? Je vais vous expliquer. Il faut leur donner les mêmes conditions, madame. Aux mêmes causes, aux mêmes conséquences. Si nos collègues 800 partent tous les ans, c'est parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent et ils partent ailleurs parce qu'ailleurs on leur propose. Il n'y a pas que le côté salaire, il y a le côté épanouissement culturel, il y a le épanouissement intellectuel, il y a la possibilité d'évoluer, de faire de la recherche, etc. Chose qu'on n'a pas. Donc on veut bien ouvrir la porte, bien évidemment ouvrir la porte, mais on n'est pas les seuls demandeurs de médecins. L'Allemagne en demande. Les États-Unis en demandent, le Canada en demande, l'Europe en demande, la France en demande. Voilà, donc finalement, on va créer une foire de concurrence aux médecins. Oui, mais puisque comme vous le dites, les autres pays en demandent, et pourquoi pas nous? Nous, ça n'était pas possible jusqu'à présent, puisque la pratique de la médecine au Maroc était impossible pour les étrangers, y compris ceux d'ailleurs qui obtenaient leur diplôme dans le pays. Alors, il y avait cet article 27 de la loi 131-13, concernant justement l'exercice de la médecine au Maroc, qui stipulait qu'aucun médecin étranger ne peut exercer la profession dans le secteur privé au Maroc, sauf s'il reçoit une autorisation des autorités compétentes. Mais il y avait quand même la possibilité de convention. Je vais juste citer dans un article de nos confrères de Challenge qui rappelait ce week-end l'initiative en 2017 avec le Conseil provincial de Tata, qui avait une convention d'établissement signée entre le Maroc et le Sénégal, et qui a pu embaucher et faire des contrats pour 20 médecins sénégalais. Écoutez, madame, je ne suis pas en désaccord avec vous et j'entends bien ce que vous dites. Mais je ne suis pas en désaccord, moi j'essaye juste de comprendre, parce que c'est un milieu que vous connaissez bien, c'est un milieu que je ne connais pas du tout. Là, vous l'avez bien dit, je vous parle d'un déficit de 30 000 médecins et l'exemple que vous donnez, c'est de 20 Sénégalais. Est-ce que vous pensez qu'on aura suffisamment de médecins qui vont venir de l'étranger pour exercer à Djed, à Khariba, à Figuig, à Ouazzam, etc. Donc on n'est pas dans un déficit aigu, on est dans un déficit chronique. Et les médecins qui vont venir n'ont pas 22 ans, ils ont minimum 35 ans ou 40 ans, ils ont besoin d'un cadre de vie. Et avant d'ouvrir cette porte, c'est bien d'ouvrir, moi je ne suis pas en désaccord, sauf qu'il faut donner les mêmes conditions de travail et les conditions de vie.
Et il va falloir travailler sur la régionalisation avancée. Il n'est pas possible d'amener quelqu'un qui vit à Paris et le mettre à Figuic et vous dites non, c'est l'ouverture. Même si vous multipliez par 10 sans salaire. Il est marié, il a une fille, il a un garçon, il veut faire de la musique, il veut faire du sport, il veut il veut partir marcher, être dans le truc culturel. Et c'est ça qu'on oublie. C'est qu'il ne s'agit pas uniquement de médecins. Les médecins marocains, comme les médecins étrangers, vont venir avec plaisir de façon courte pour une semaine. Ça fait de l'exotisme. En parlant aussi bien du cadre géographique que de l'épidémiologie, de la pathologie. Je peux vous poser une question extrêmement naïve, et je m'en excuse à l'avance, mais elle me vient spontanément à l'esprit, donc je vais vous la poser. Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde de nombreux documentaires, de nombreuses émissions du milieu médical, en fait, c'est le grand mouvement en fait de mode du grand retour des médecins dans les campagnes, pour la simple et bonne raison qu'avec cette pandémie enfermée dans les grandes villes urbaines, beaucoup ont besoin d'air, et de plus en plus de jeunes médecins cherchent la campagne partout, à travers toute l'Europe. Et on se dit, pourquoi pas ? Madame, j'ai eu le plaisir d'être en débat au Parlement suite à la sortie de cet ouvrage, et j'en ai parlé dans ce cadre-là. Et la question qui m'a été posée par les parlementaires, est-ce qu'on peut comment faire pour éviter que les gens partent et demander à ce que les autres reviennent? Oui. Mais la chose est simple. Il faut un cadre de vie, madame. Au-delà de la médecine. Non, mais vous avez raison. Mettez un ingénieur, un informaticien. Il y a tout. On a un patrimoine formidable, sauf que l'infrastructure routière, l'infrastructure de vie, un cadre de vie, n'y est pas. Je suis désolé de le dire. On n'a pas le même cadre de vie à Rabat, à Kaba, Tanger, Casa et Marrakech par rapport au reste du Maroc. Donc, il y a besoin que les médecins qui se déplacent, ils le font parce que, comme tout le monde a besoin d'oxygène, comme tout le monde a besoin mais je vous promets que non seulement les gens ne partiront pas, mais les familles viendront avec plaisir travailler à Figuic, à Oujda, etc. Mais il y a besoin d'un cadre de famille. Il y a besoin, je le dis, je le répète, la médecine n'est pas le seul problème. Le problème, c'est un cadre de vie d'abord des gens. Vous savez qu'un médecin, on le dit, une formation d'un médecin... Alors, que faudrait-il faire, selon vous ? D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence ? Donc là, ça y est, c'est acquis. On se dit que les étrangers, c'est possible à partir de maintenant. Bon, ça va mettre du temps, hein, c'est pas du jour au lendemain non plus. Le temps que les textes de loi passent ici et ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il va falloir ? La préparation de tout ça, c'est quoi ? Parce que les infrastructures, on va pas les construire du jour au lendemain. On va pas attendre 10 ans avant d'avoir le nombre de médecins suffisant pour tous les citoyens marocains. Alors, je vous explique, madame. Quand on parle des 22 millions qui vont être couverts, ces 22 millions sont traités, même s'ils ne sont pas couverts. Le seul problème, c'est qu'ils paient tous de leur poche. On n'importe pas 22 millions d'étrangers qui vont résider au Maroc. On parle des Marocains. Vous êtes d'accord ? Oui. Donc, finalement, il y a besoin de comprendre ceci. Ça veut dire que les 22... Excusez-moi. Je vous en prie. Voilà. Ça veut dire que les 22 millions dont on parle, c'est juste un problème de couverture médicale, mais ils sont déjà traités. C'est ça qu'on oublie. Et donc, de vous à moi, on n'a pas besoin d'importer des médecins pour les traiter, puisqu'ils sont déjà traités. Maintenant, quelles sont les conditions de traitement et de prise en charge médicale ? Parce que, comme vous savez, ceux qui n'ont pas de prix de couverture médicale payent 100% de leur poche. Ceux qui ont une couverture médicale payent entre 30 et 50% de leur poche. Et le problème est là. Donc, il va falloir, revoir ce qu'on appelle le tarif national de référence. Deuxièmement, il faut réorganiser le système de santé. Le système de santé, il faut qu'il y ait une carte sanitaire, un parcours de soins. Et c'est de cela qu'il s'agit. Ensuite, c'est pas normal d'avoir un patient qui va venir de Oujda à Rabat ou à Casa pour se faire opérer d'une vésicule biliaire. Il y a très bien à faire là-bas. Donc, il va falloir travailler les régions. Et les régions, vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire, mais il faut juste suivre les orientations royales. Depuis des années, Sa Majesté n'arrête pas de dire l'intérêt d'une régionalisation avancée. Et quand on parle de régionalisation avancée, ça intègre bien évidemment la sécurité et l'intérieur, mais ça intègre aussi la santé et les soins. Et c'est de là qu'il s'agit, madame. Donc, c'est vrai que la notion n'est pas assez prise, voilà, et retenue par le plus grand nombre. Bien évidemment, quand on
juxtapose le Maroc produit touristique avec un chameau et du sable, moi je trouve juste inconcevable. Le Maroc est pluriel. Les gens de la randonnée, d'El Chaoun n'ont rien à voir avec le sud, etc. Et on a un Maroc pluriel, et on a un Maroc pluriel aussi dans le cadre épidémiologique. Et les malades du nord n'ont pas la même épidémiologie que les malades du sud. Si ça se trouve, la région de Dakhla ont un problème de diabète, alors que la région de Oujda ont un problème de goitre. Et on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, en 2021, mettre un pédiatre, un gynéco, etc. Comme on le faisait, puisque probablement pour la région du Sud, puisqu'il y a un problème de diabète, il va falloir peut-être plus d'endocrinos et plus de nutritionnistes que de chirurgiens. Je dis un exemple. Une meilleure répartition, en fait. Répartition. Mais pour faire une répartition, vous êtes très bien pour le savoir, le situé pour le savoir, c'est que vous avez besoin de données. Qui fait quoi? Nous, on n'a pas de données médicales. Donc, il faut qu'il y ait une agence pour recueillir ces données, pour savoir quelle est la pathologie qui tue le Maroc. On a des chiffres globaux. On sait que le Maroc, dans la post-colonie, c'était les maladies infectieuses. On avait une espérance de vie à 44 ans et demi. Et, alhamdoulilah, il y a besoin d'applaudir tout ce qui a été fait. En 2021, on meurt au Maroc à 74 ans. 74 ans et demi, mais surtout, on meurt pas des maladies infectieuses, comme dans la pandémie actuelle, mais on meurt par le diabète, par le cancer, par l'obésité. Or, la gestion de ces maladies n'a rien à voir avec les maladies infectieuses. Elle est lourde de conséquences. Elle est chronophage pour le temps médecin. Elle est budgétivore pour le budget du patient et de ministère de la Santé. Et donc, finalement, il va falloir revoir le système. C'est pas un problème d'importer. Alors là, j'aimerais bien que vous... Alors, donc, ce que vous nous dites, là, il y a une mauvaise répartition des personnels, d'un point de vue géographique, également en termes de combinaison de compétences et de spécialités. Il y a un autre point que j'aimerais bien que vous m'expliquiez. Vous êtes nombreux à dire qu'il faudrait même revoir, en fait, la structure même du ministère de la Santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou le statut même du ministère de la Santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous savez, dans mon livre, je parle d'un plaidoyer pour une réforme. Sa Majesté n'a jamais utilisé le terme de réforme, il a parlé de réforme. C'est-à-dire qu'il va en connaissance de cause. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la santé, il faut savoir un peu l'historique est fondamental pour comprendre ce passage-là. Le ministère de la Santé a été créé au lendemain de l'indépendance suite à un discours de Mohamed Khamis Larhamou qui disait que la santé était à la charge de l'État. Et du coup, donc dans le bulletin officiel, c'est l'article 34, je pense, ou 33 de la Constitution qui dit que la santé est à la charge de l'État. Et de là découlent un peu les prérogatives du ministère de la Santé, qui est en charge de construire, de prendre en charge les patients, etc. Sauf que la maladie, nos défis de 1960 ne sont pas celui de 2021. Et donc le ministère de la Santé, tel qu'il est aujourd'hui, ne peut pas répondre aux défis actuels. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, là, il s'agit d'une pandémie, tout le monde est content, il s'agit d'un vaccin, on vaccine et on revient en 3 et 4 semaines plus tard et tout le monde est content. En matière de cancer, c'est pas la même chose. En matière d'obésité, vous n'êtes pas sympa avec eux, dis donc. Comment? Vous n'êtes pas très sympa avec eux, là? Non, moi je suis un secteur public et je parle avec conviction, madame. Au-delà de toute politique politicienne, je suis sincère. Et effectivement, ce qu'ils font, c'est bien dans le cadre de la pandémie. Maintenant, en dehors de la pandémie, en dehors des infections, la gestion de la pathologie lourde, je ne sais pas si vous avez quelqu'un de la famille qui a une insuffisance rénale, qui est diabétique, qui est hypertendu, qui a un cancer, etc. Et vous vous rendez compte, qu'est-ce que ça importe, l'impact sur la famille, sur la personne, sur le budget et sur le parcours de soins. Et ce n'est pas une visite, un vaccin et 4 semaines un vaccin. C'est ce que je veux dire. Je ne réduis pas ça. Au contraire, énormément de choses ont été faites pendant et avant cette pandémie. Et encore une fois, j'applaudis doublement pour le tandem ministère de l'Intérieur et ministère de la Santé pour tout ce qui a été fait. C'est magnifique. Maintenant, l'approche de la réelle pathologie qui tue au Maroc, 75%, c'est pas les maladies infectieuses. C'est les traumatismes, c'est les accidents, c'est-à-dire qu'il faut avoir des structures qui reçoivent les urgences, et c'est les cancers, c'est l'obésité, c'est les hypertensions, c'est les insuffisances rénaux. Et leur gestion est complètement différente. Donc je reviens un petit peu sur l'historique. Alors attention, il nous reste 3 minutes et j'aimerais vraiment qu'on synthétise un petit peu tout ce que je viens de dire durant cette demi-heure. Alors, 2 choses. Je souhaite que les gens comprennent un peu la différence entre la santé et la maladie. La santé est un état de bien-être physique, social et mental. Il ne consiste pas en l'absence de maladie. Or, force est de constater qu'on confond santé et maladie. Le ministère de la Santé est en charge
de la maladie, à mon sens, c'est le gouvernement. Tous les organes de l'État sont à la charge de la santé. Parce que la santé, c'est quoi? C'est la culture. Oui, mais attendez, juste dans tous les pays, c'est un ministère de la Santé, c'est un ministre de la Santé. Non, madame, regardez ce qui se passe en France. Non. La santé, quand on parle de vrai système de santé, c'est pas uniquement les soins. La maladie, ne pas habiter dans ne pas avoir un confort dans l'habitation, ne pas avoir avoir un problème de transport, un problème d'éducation, un problème d'épanouissement culturel. Vous savez que vous voulez dire que ça devrait être transversal. Bien évidemment, 80% de la pathologie, des causes des pathologies psychiatriques sont d'ordre sociétal. Et vous pensez que le ministère de la Santé va pouvoir donner une réponse? Si c'est pas une réponse en amont, peut-être par l'industrie, peut-être par l'agriculture, peut-être par le tourisme, peut-être par autre chose. Voilà. Donc pour moi, la prise en charge est transversale. Deuxième des choses, la restructuration du ministère de la Santé est fondamentale. Le ministère de la Santé doit cesser de produire des soins. Il doit être régalien. Or, au jour d'aujourd'hui, il a l'hôpital, il construit des hôpitaux, il achète du matériel, il paye le personnel, il en fait le contrôle. Qui doit alors construire les hôpitaux? Alors voilà, d'abord, on n'a pas besoin d'hôpitaux au jour d'aujourd'hui. Il y a des hôpitaux qu'il faut reprendre et il faut surtout investir dans les ressources humaines. Attention à ce que vous dites, parce qu'il y a des régions, les pauvres qui n'ont pas d'hôpitaux, si vous entendez dire on n'a pas besoin d'hôpitaux en ce moment... Non, vous leur posez la question, elles vous répondent mettez-nous une bonne route et on viendra... avoir un hôpital et ne pas avoir la possibilité d'y accéder, c'est autre chose. En gros, ce que vous dites, je suis désolée, parce que le temps passe et je vais devoir rendre l'antenne parce qu'il y a les news de 13h30. En gros, ce que vous nous dites aujourd'hui, Youssef Fakir, c'est que la régionalisation avancée avant toute chose, que chaque région soit à même en fait de diagnostiquer ses besoins et financièrement parlant. Et en termes d'infrastructure, en termes de formation aussi? En termes de formation, et encore une fois, il faut cesser d'opposer le public et le privé. On est tous des citoyens de cet État et on a tous un esprit citoyen. Il va falloir trouver, c'est là ce que je dis, au-delà des finances, il faut trouver une structuration. C'est-à-dire que le ministère de la Santé, voilà un véritable travail du ministère de la Santé. Comment gérer le public et le privé? Vous les avez déjà rencontrés d'ailleurs, puisque vous nous parlez le ministère de la Santé, vous en avez parlé ensemble? Oui, mais vous savez, on est dans un cadre politique et le ministre d'aujourd'hui ne l'est pas demain. Or, je souhaite que cette approche soit vue une vision royale, ce qui a été le cas d'Ajor, et qui dépasse les clivages politiques. Dans 2 mois, il y a un nouvel gouvernement, il faut être copain de tel ministre, etc. Non, c'est des choses qui doivent dépasser. Excusez-moi, sans indiscrétion, vous êtes d'une étiquette politique en particulier? Du tout, madame. D'accord. Non, voilà, c'est pas par partisan. Non. Partisan. Non, je suis un mais juste pour terminer, parce que c'est vrai qu'on aurait beaucoup encore de choses à dire, mais juste pour terminer, il me reste 1 minute exactement. Si j'entends tout ce que vous dites, d'abord c'est très pessimiste, et on se dit qu'il va falloir encore des années et des années avant qu'on y parvienne. Non, madame, c'est pas pessimiste, c'est pas une question pessimiste, c'est une question de réalité. Or, mais c'est une réalité aussi de dire que c'est pas pour demain, quoi, qu'il va falloir quelques années avant qu'on y parvienne. C'est rien du tout vis-à-vis d'une nation. On n'est pas à 5 ans, 10 ans, 15 ans, on parle à nos enfants, on parle à nos petits-enfants. Il ne faut pas leur léguer des problèmes. Et il va falloir surtout auditer. Quand on fait quoi que ce soit, même dans les banques, une équipe vient pour auditer, pour comprendre. Là, j'ai l'impression qu'on met de l'argent, mais on n'a pas compris le véritable problème. Je souhaite que les gens qui sont en charge de ce dossier comprennent un peu le problème, le réel problème de ressources humaines, de structure, de vasarum, dans le sens de trouver des bridges, des ponts entre les structures, et anticiper sur la formation, parce qu'on peut apporter 3000 médecins. S'ils viennent de l'étranger, ils ont 55 ans, mais ils partiront à la retraite. Mais on n'aurait fait que remplacer pendant une période, alors que c'est un truc qui doit être terrain. Et donc, il y a une urgence à faire. Bien évidemment, ce qui est fait est fondamental. Avoir une couverture sociale, je parle même pas santé, je parle sociale, et ça a beaucoup plus d'impact. Pour 22 millions de Marocains, c'est réellement un pur bonheur. Merci beaucoup. Désolé, je suis obligée. Puis 13h30, c'est l'heure des infos. Merci à vous, Youssef El Fakir. Je rappelle que vous êtes professeur de radiologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Vous êtes l'ancien président de la Société marocaine de radiologie.
celui que vous avez publié, c'était en décembre dernier, un plaidoyer pour une réforme du système de santé au Maroc, ordonnance pour la politique de santé 2.0. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il y a encore énormément de choses à dire, mais je vous promets qu'on y reviendra. Avec plaisir, Lala. Merci. Et agréable journée. Merci, au revoir. Vivre avec vous.